l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde et bienvenue au Guide de l'auto, cette fois radio-télévisé pour la première fois, 240e épisode du Guide de l'auto sur Cube Radio. Je pense qu'on est la plus vieille émission parce que les gars, au jour 1 de Cube Radio, ben on était présent au Salon de l'Auto de Montréal, si ma mémoire est bonne, c'était en 2019 et notre premier invité, ça avait été nul autre Guillaume le Métivierge. Le porte-parole chez Hyundai. Exactement, qui vous en souvenez. Était porte-parole, mais ça a changé depuis. Aujourd'hui, c'est rendu Marie-Lou et puis on s'en moque au bye-bye. Fait que tu vois, les choses évoluent. Et là, je parle, mais je vous ai pas présenté. Louis-Philippe Dubé, tu vas être mon co-animateur à l'émission de façon hebdomadaire. Et Hugues Gonneau, spécialiste de nos voitures anciennes. Allez lire ses textes sur le site du Guide de l'auto. Un Wikipédia sur deux pattes. Exactement. C'est vraiment du bonbon. Il a l'air de rien de même, là, parce que vous le voyez à la télé, mais il y en a là-dedans. Alors, on va parler chaque semaine d'un sujet qu'on va déterminer de façon sur le fly, comme on dit, Hugues. Exactement. Fait qu'on va parler de voitures anciennes. Et cette semaine, ben, le sujet, ça va être évidemment l'histoire de l'usine de Brampton en Ontario, puisque je dis pas qu'elle a fermé ses portes parce qu'elle va continuer sa carrière, mais on a cessé de fabriquer tout récemment dans cette usine-là les Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300 qui ont été des voitures mythiques pour Chrysler Dodge pendant pratiquement 2 décennies. Donc, pratiquement, parce qu'on a commencé à les fabriquer en mi-année 2024. Alors, c'est presque 20 ans de fabrication. Oui. Il y avait aussi la Dodge Magnum à l'époque, mais qui est disparue fin 2008. Enfin, on va revenir là-dessus. Un futur incertain pour Brampton, ça, c'est sûr. Ben, pas incertain, parce qu'on est certain qu'on va fabriquer d'autres choses. On sait que ça s'en vient avec le Compass. Oui, le Compass pour l'instant. Mais considérant le succès de Jeep dans les modèles d'entrée de gamme, est-ce que ça va durer longtemps? Ouais. On va attendre de voir ce qu'on va nous servir sur la table pour en parler. En attendant, quelques actualités. On va toujours un peu commencer par ça dans l'émission désormais. Ben oui. Antoine, le RAM classique, 1500 classique de retour en 2024. Très surpris quand même après un live from 2009 en direct de 2009, le RAM classique. Ben, je te dirais même 2008 parce que j'avais assisté au lancement de ça en plein été 2008 en Californie. Et ça n'a pas nécessairement évolué depuis. C'est la même chose. C'est ça. Puis pour ceux qui étaient tannés de le voir et qui pensaient en être débarrassés, non, ça revient contre toute attente. En fait, on avait confirmé son départ. Et c'est assez particulier parce que non seulement on avait confirmé le départ du Ram classique, mais on a dit aux concessionnaires, commandez-en en masse, on va étirer la production du Model Year 2023 jusqu'en mars 2024, ce qui est assez curieux, mais donc les concessionnaires, et surtout chez nous au Québec, on sait que c'est une grosse majorité des ventes pour tous les concessionnaires au Québec, le Ram classique. Ben oui, il y a une camionnette qui a bien des avantages, un peu plus abordable, un look que certaines personnes préfèrent de cette génération-là, la calandre à l'avant, elle est différente, puis aussi, des équipements que des fois, une cabine simple, par exemple, qui est disponible sur ce camion-là. Ben, en fait, c'est un pick-up de cours là, que les gens sont prêts à prendre le rabais dessus pour pas nécessairement avoir toutes les aides à la conduite, toutes les nouvelles technologies qu'il y a sur la 5e génération. Là. C'est essentiellement un plan de grandeur avec les capacités d'un plan de grandeur au prix d'un intermédiaire. Puis je dis ça, les intermédiaires arrêtent pas d'augmenter. Oui, c'est vrai. Frontier, qui est rendu à 55 000 $ en prix de base. T'as des Ram classiques à 43 là. Fait que ça donne une idée, on n'est pas... c'est un monde complètement différent. Mais toujours est-il que le camion revient parce qu'on peut encore le faire et parce que, contrairement aux voitures, chez Dodge ou Ram, on est encore capable de vendre des camions avec des moteurs MI. Pour les voitures, ça passe plus les normes, mais comme les camions ont des normes différentes, on peut conserver le moteur MI qui, lui, est encore d'actualité dans ces camions-là, va passer les normes. C'est la raison pour laquelle on le garde dans le Durango d'ailleurs, mais on a annoncé cette semaine aussi que le Durango avec le V8, c'était la dernière année. Et il va avoir ses éditions Last Call, dernier appel,
rappelle pour il y le aura pas de NASCAR du Ram Classic, je penserais pas. Non, ça serait drôle. Mais m'a dit que si je m'en achetais un, là, je pense que je me ferais faire des autocollants juste pour me créer ma propre édition spéciale parce qu'elles sont tellement toutes pareilles. Cela étant dit, c'est ça. Ça reste pour une dernière année, mais là, on est certain que c'est la dernière année parce qu'après ça, le moteur passe plus les normes. Mais on l'étire parce qu'il est payant. Le mot est payé. Le mot est payé, ça fait longtemps payé, sur ce pick-up-là. Honda? Oui. Hein? Des gros bidous, des gros dollars investis au Canada avec Honda pour l'usine. C'est pas fait. On va parler de l'usine de Brampton en Ontario, mais là, semble, selon un média japonais, que Honda souhaiterait s'installer au Canada pour fabriquer soit des véhicules électriques, soit des batteries de véhicules électriques. Ou les deux, ça reste pas en même clair. temps. Puis, je veux dire, bon, l'actualité est sortie beaucoup plus tôt cette semaine, mais je veux dire, faut pas se mettre la tête dans le sable. Si Honda s'intéresse au Canada, c'est parce qu'il y a Ford, il y a Stellantis, il y a Volkswagen et il y a Nordvolt qui va s'installer très prochainement. Les contrats sont signés pour fabriquer soit des véhicules électriques ou des batteries de véhicules électriques et ils ont tous eu droit à de très généreuse subvention. Alors, Honda dit « Hey, moi aussi, j'aimerais ça avoir un cadeau gratis de Justin. » L'enveloppe de 18,5 milliards de dollars canadiens, c'est quand même... On peut lancer des chiffres comme ça dans les airs. Puis pour Nordvolt, les investissements gouvernementaux, la contribution gouvernementale était très élevée, là, si je me rappelle bien. Mais Volkswagen également, ça n'a pratiquement aucun bon sens. Là. C'est que tu déroules le tapis vert. Oui, exactement. Pas le tapis rouge, mais le tapis vert. Le tapis vert. Tu déroules le tapis vert pour les usines. Là, c'est complètement ça. Ils ne paieront pas d'impôts pendant un méchant bout. Puis il faut quand même considérer que Honda a une très, très bonne réputation manufacturière du côté de l'Ontario. On a une usine à Alliston depuis 1988 là-bas. Et semble-t-il qu'il reste de l'espace sur les terrains dans la petite ville d'Alliston pour peut-être ajouter une autre usine. Alors, est-ce qu'on ferait ça à la même place? C'est pas clair. Mais il faut souligner aussi que Honda a abandonné ses plans de collaboration pour faire des véhicules abordables avec GM, véhicules électriques abordables avec la plateforme Ultium. Le Prologue va être sur cette plateforme-là. Ce qui est ironique parce qu'on est sur le point de lancer un premier véhicule électrique chez Honda. Mais ça sent pas bon parce que GM a déjà des problèmes avec ses... Peut-être que Honda a senti ça un peu dans l'air. S'est dit, on va faire notre propre jeu pour ces véhicules-là parce que c'est risqué. Et il y a un arrêt de vente là, actuellement sur le Blazer, un véhicule qui vient de sortir que j'ai essayé. Et puis justement, comme tu dis, il va falloir régler les petits problèmes là, avant chez GM. Mais pour pas parler de GM, justement, Honda fait sa propre affaire avec 18,5 milliards de dollars d'investissement canadien, peut-être. Sans surprise, Honda ne confirme rien. On n'est pas au courant. On répond à aucune question. Alors, on verra. Mais je veux dire, je pense que la nouvelle est non seulement fondée, mais aussi très logique. Salon d'Auto de Montréal, écoute, ça s'en vient, c'est la semaine prochaine. On sera, toi et moi, à la journée média. J'y serai tous les jours. On y sera avec le kiosque du Guide de l'Auto. J'ai aussi mon kiosque pour l'émission Rouleau suivant sur place où on va remettre en condition une voiture tout au long de la semaine qu'on va faire tirer à la fin de la semaine. Alors, pour ceux qui veulent venir participer puis peut-être gagner cette voiture-là, passez au kiosque, enregistrez votre petite vidéo de 30 secondes. Qui sait si ça sera pas le meilleur de la gang puis vous repartirez pas avec la voiture vedette qui va être sur place. Alors ça, venez faire un tour là-bas. Je vais être là à peu près à tous les jours, mais l'équipe du Guide de l'Auto va aussi être au kiosque du Guide de l'Auto. Toute la semaine. Nous, on va être présents, mais il y a bien du monde qui sera pas là. Alors, tu nous les donnes en liste? Oui, ben écoutez, j'ai relevé les marques qui n'étaient pas présentes là, sur le site Internet du Salon de l'Auto de Montréal. Alors, Nash n'est pas là? Oui, non, Edsel non plus. Okay. Alors, non plus. Alors, on est déçus. C'est surtout lui qui est déçu. Voilà. C'est ça, définitivement déçu. Bon. Honda Acura. Tout le groupe Stellantis qui a annoncé... Ça n'a aucun bon sens. Tout le groupe Stellantis, là, je peux vous donner Chrysler, Dodge, Jeep, Ram. On va en parler tantôt, Alpha, etc. Mais c'est sûr que c'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Stellantis avait annoncé qu'il se sortait temporairement des shows d'automobile, des salons de l'auto. C'est pas juste le Siam qui en souffre, c'est les autres également. Incluant Toronto, parce que l'année passée, on avait fait un pied de nez à Montréal en étant présent à Toronto, mais en n'étant pas présent à Montréal. C'est pas confirmé.
Fait qu'on ne donc, sait pas. donc ça Toronto reste. va arriver, peut-être qu'ils vont être là, peut-être qu'ils seront Ouais, pas là. Peut-être c'est que ça va être le pied à terre de Stellantis au Canada. Ouais. Ça va être comme l'an dernier, on le sait pas. Audi, BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover. Et Jaguar, ça, je suis déçu. Ouais. La multitude de modèles qu'on propose chez On le Jaguar. sait, ouais, il y aurait eu un étage à eux au complet. Ouais, c'est ça. Pour faire du quart de mille. C'est ça, exactement. Donc, plusieurs autres constructeurs Ouais. qui brillent par leur absence pour l'instant sur le site Internet du SIAM. Je le mentionne encore. Subaru est pas là. Volvo Polestar est pas là non plus. En fait, la nouveauté par rapport à l'an passé, c'est que Ford est présent. Parce que l'an dernier, des 3 Américains, bon, évidemment, j'exclus Tesla puis Lucid, là, mais des trois grands Américains, il n'y a que GM qui était présent. Ça sentait la déception dans la foule. Écoute, pas juste dans la foule. On avait le kiosque à la fin. Je pense qu'on était le tout dernier kiosque et les gens nous demandaient qu'est-ce qui se passe. Hey, on se faisait sacrer. On se faisait engueuler. Les gens nous regardaient en disant c'est tout. Ouais, exactement. Fait que, cette année, on nous propose d'autres activités, dont des véhicules récréatifs, la zone performance également. Le salon semble vouloir se racheter. On tente de dynamiser le tout. Plus Ça va être sur 3 étages aussi. Sur 3 étages aussi, donc c'était ça qui était un peu décevant l'an dernier. Donc, j'ai hâte de voir. Il faut donner la chance quand même à l'organisation. Et puis, c'est sûr que les circonstances actuellement pour les salons sont difficiles. Donc, profitons-en pendant qu'il y en a encore. Oui, il y a de l'adaptation à faire, c'est certain. Il y aura de la voiture modifiée. Évidemment que Luc Poirier revient avec sa collection, mais c'est sûr que le clou du spectacle, c'est la voiture de rouleau suivant qui va être présente. Ça, c'est un incontournable. Évidemment. On va voir ça, Antoine. Bon, on va parler d'un autre petit salon qui a eu lieu cette semaine. On parle du CES, le Consumer Electronic Show. Avec des dévoilements municipaux. C'est ça, c'est un petit événement régional qui a lieu. Jamais entendu parler. En fait, c'est le plus gros événement qui a lieu à Las Vegas. C'est pas un salon automobile, bien sûr, c'est un salon, le nom le dit, Consumer Electronic Show. Alors, c'est pour tout ce qui s'appelle technologie. Mais les constructeurs, de plus en plus, sont présents. Oui. Cette année, j'ai envie de te dire qu'il était peut-être un peu moins présent qu'à une autre époque, mais on a quand même vu des trucs assez audacieux. Oui. Moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est ce que Mobis a fait avec une Ioniq 5. Oui, la Ioniq 5 de Mobis. On a vu des vidéos sur le site du Guide d'auto, justement. On a pris Ioniq, petit moteur, aux 4 coins, et puis on interprète un peu le crab walk là, de GMC qu'il a fait avec les 4 roues directionnelles qui peuvent rouler à 90 degrés. Ouais. Donc, c'est une espèce de oui, mais avec un format de véhicule normal. Avec un format de véhicule normal. La Ioniq 5, elle a un empattement quand même gros, mais beaucoup moins gros que celle d'un Hummer. Par contre, ça montre un peu les prouesses technologiques qu'on peut faire en ayant les 4 roues directionnelles, mais également en ayant toutes les 4 roues indépendante. J'imagine qu'est-ce que ça fait à l'intérieur du véhicule, l'espace que ça donne, etc. On n'a pas vu ce véhicule-là, on l'a pas eu dans nos mains. Par contre, les vidéos, c'est quand même intéressant, c'est quelque chose à voir. Là. Et Mercedes-Benz aussi a fait, pas la même chose, mais a utilisé le même principe pour son G-Wagon. Ils en ont mis plein la vue. Évidemment, ils sont allés sur la strip avec ça. Ben oui, c'est un gros show de Las Vegas. Gros show, là. Ils ont fermé la strip. C'est la classe G électrique, en fait, qui était encore camouflage, si on veut. Elle est encore camouflée. Elle n'est pas tout à fait dévoilée. Des innovations au niveau de l'aérodynamisme de ce véhicule-là pour qu'il soit électrique et écologique. Classe G aérodynamique. Je vois qu'on... un congélateur, la porte ouverte. C'est quelque chose, c'est ça. C'est un électroménager. Par contre, il y en a certaines, et on va les voir quand on va retirer le camouflage sur ce véhicule-là, cette classe G-là, qui est littéralement une planche de contreplaqué dans le vent. Mais les 4 roues directionnelles également, et on a fait un peu, on a pris des classes G puis on les a fait tourner sur eux-mêmes, là, sur la strip, pour faire un show, parce que Mercedes était quand même présent au CES avec toutes sortes de nouvelles technologies. J'ai pas besoin de vous dire que le buzzword cette année au CES était intelligence artificielle. Ben oui. Donc, on contextualise l'intelligence artificielle dans les véhicules et les constructeurs en mettent plein la vue un peu avec les systèmes d'infodivertissement. On va se dire,
c'est quoi l'utilité de l'intelligence artificielle dans un terme dans un contexte d'infodivertissement? On se le demande encore, là. Tu sais, je vais vous dire. Ça, on va poser la question à Mathieu Roy qui va venir au cours des prochaines semaines nous parler de ce qui a été dévoilé au CES en matière d'intelligence artificielle. Mathieu, c'est un freak de ça. Vous le connaissez. Il est co-animateur à Salut Bonjour. Alors, il va venir nous présenter ça très bientôt. Rapidement, un mot sur VinFast aussi, qui a présenté 2 véhicules là-bas. Oui, VinFast. Qui multiplie les modèles avant de raffiner un premier qui était bon. Ben oui, je passe un peu de temps sur les groupes de propriétaires québécois et canadiens de VinFast qui commencent à recevoir leur VF8. Et puis, évidemment, je vais vous dire qu'ils sont un petit peu moins dans l'aveuglement volontaire, un peu moins que les propriétaires de Tesla. Ils relèvent les problèmes sur leur véhicule assez rapidement. À commencer par le poids d'un VinFast VF8 qui est 400 kilos plus élevé que celui d'un modèle Y. Explique-moi ça. C'est comme si on avait coulé une slab de béton dans le fond du véhicule. Je suis sûr que absolument aucune raison. C'est pour le rendre plus qualitatif. Ah, merci. Voilà. Pour l'avoir conduit, le VF8, c'est un véhicule, comme tu dis, qui est pesant, qui est quand même performant, mais... Je veux juste te dire que la chronique Essai routier, c'est à la fin de l'émission, mais c'est correct, vas-y. Oui, non, je vais mettre ça. Ça va être pour une autre chronique, mais quand même, avec beaucoup de technologie, mais cette technologie-là semble être embryonnaire parce que les propriétaires se plaignent des problèmes d'autonomie, mais non seulement ça, des problèmes au système d'infodivertissement électronique, les assistants, les aides à la conduite, tous de petits problèmes que on va dire que VinFast était pas un constructeur habitué à faire des produits là, de cet ordre-là, mais quand même de le mettre en marché, puis de livrer ces véhicules-là, c'est quand même assez décevant. Je suis d'accord avec toi, mais VinFast part d'une feuille blanche et n'a pas d'expérience. Exactement. C'est beaucoup moins pardonnable, si tu veux mon avis, avec un Mustang Mach-E, avec un Chevrolet Blazer EV qu'on a commercialisé. Là, rapidement, on a tiré la plug, puis on a dit, OK, on n'est pas prêt, mais... Quand tu fais payer le consommateur pour de la recherche et développement qui n'est pas au point, moi, j'ai un peu de misère avec ça. Et malheureusement, il y a beaucoup de véhicules électriques où c'est le cas. Puis dans le cas de VinFast, il compte beaucoup aussi sur les mises à jour over the air. Oui. Parce qu'il y a beaucoup des problèmes que tu évoques qui peuvent être réglés de façon logicielle, avec de la recalibration, des choses comme ça. Absolument. Donc, peut-être pas les enterrer tout de suite, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses... Le constructeur a dévoilé 2 concepts pareils. Comme tu as dit, le VF3 qui ressemble, c'est un petit type Jeep. Là, moi, il me fait penser un peu au Suzuki Jimny. Là. Il est très petit. Et puis également le concept Wild, qui est une camionnette intermédiaire. Là, moi, je la trouve extrêmement belle. On n'a pas d'informations vraiment sur ces concepts-là. On sait que le petit VF3 aura une autonomie très courte. Là, on dit 200 km. C'est encore spéculatif. Et puis le Wild, la seule affaire qu'on peut nous dire dessus, c'est qu'il y a une banquette à l'arrière escamotable qui permet d'allonger la boîte. On avait comme vu ça chez Chevrolet il y a 20 ans. Quelque chose qui a déjà existé chez Chevrolet, exactement. C'est une très grosse nouveauté. 2 concepts qui sont vraiment beaux, qui ont fait quand même la une là, au CES, puis qui est intéressant de voir ces véhicules-là. Puis on espère avoir des informations là, dans les prochains mois, voir qu'est-ce que VinFast veut nous présenter avec ça. Le guide de l'auto. Hugues, c'est maintenant le temps de parler de l'histoire d'une usine qui a fait beaucoup jaser ces derniers mois par le fait qu'on cessait la production des Charger, Challenger, accessoirement des 300, parce que la 300 est un modèle de moins en moins convoité. C'est drôle parce que j'ai entendu des gestionnaires de corps policiers dire, hey, on s'est dépêché à commander des Chargers. Tu sais, nous, on pense, OK, Challenger, L4, Red Eye, c'est pas juste ça. Non. Il y a aussi la Charger qui est une voiture très populaire, voiture de fonction. On va y revenir un peu plus tard, mais les ventes étaient en hausse cette année. Tu sais, pour un modèle qui, on s'entend, était peut-être pas technologiquement à jour, mais l'usine de Brampton a une histoire tout autre. Puis écoute, ça a commencé, j'étais à peine sur le point de naître. Voilà. Alors, vas-y avec ça. Eh ben, effectivement, donc, pour comprendre un petit peu l'histoire du site de Brampton, il faut remonter en 1979. Au moment où AMC et Renault s'associent, à ce moment-là, AMC a connu les années 70 un petit peu difficiles, et Renault, qui est une entreprise qui appartient à l'État français, s'associe avec ce constructeur pour se développer sur le marché nord-américain. Et au début, ça part sur une collaboration commerciale, mais très vite, puisqu'AMC est en difficulté, Renault prendra des parts et ira jusqu'à posséder 46% d'AMC. OK. Donc à ce moment-là, elle commence
à vendre les Alliances et les Encore, des chars que tu apprécies particulièrement. Oui, absolument. Ouais. Suivra la Médaillon, qui est une Renault 21 américanisée, mais fabriquée en France en 1987. Ouais. Et ensuite, AMC a un problème. Pour aller chercher le cœur du marché, il faut qu'ils aient une berline intermédiaire qui soit capable de concurrencer les Taurus, les Accords. Et Renault décide de développer dès 1982 une concurrente à ces modèles-là. Ça sera la première qui va être, elle, contrairement à la Médaillon, fabriquée dans une usine nord-américaine. Ouais, c'est ça. Puis il faut savoir qu'à l'époque, AMC, la grosse usine, c'était l'usine de Kenosha, Voilà. où on fabriquait, bon, évidemment, les Pacers, les Gremlins, les Concorde, les Hornet. On a fabriqué à peu près tous les modèles sur place, incluant ma grosse brune, la Matador. Oui, oui. Mais il y a eu cette usine de AMC qui était canadienne et qui a fabriqué une multitude de modèles. Là. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que en dehors de l'usine de Kenosha, il y a déjà une usine à Brampton qui a été ouverte en 1961 et que, comme les choses se passaient bien et que le gouvernement canadien et l'Ontario ont mis de généreuses subventions, déjà à l'époque. Plus ça change, plus c'est pareil. C'est l'histoire qui se répète, c'est ça. si on veut voir qu'est-ce qui se passe. Donc AMC décide de construire une deuxième usine sur le site de Brampton et en fait dans la région de Bramalea. Ouais. Ce qui fait que l'usine va porter le nom de Bramalea dans un premier temps. Le terrain est acheté en 84 et ensuite l'usine coûtera 340 millions de dollars à construire. Ça semble rien aujourd'hui. Ah, hein? c'est rien. Ouais. Et elle fait 3 millions de pieds carrés. Donc elle va commencer à construire le modèle X58 qui va s'appeler la Renault Premier. Et la Renault Premier, ça n'a jamais vraiment existé. C'était le nom de code initial, mais on sait que c'est pas le nom qu'on a utilisé ici en Amérique du Nord. Non, parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver par la suite, qui vont faire que la voiture ne s'appellera jamais la Renault Premier. Et en fait, cette voiture-là, c'est une traction avant qui utilise beaucoup de composants des Renault 21 et Renault 25. Et elle est dessinée par le carrossier italien Giugiaro. Ouais. Qui dessinait à peu près n'importe quoi à cette époque-là. Pour n'importe qui. Et il avait même dessiné la Stellar et la Poney. Ouais, mais on l'a connu plus inspiré que ça. Oui. La première, c'était pas sa meilleure. Non, c'était une voiture assez générique au niveau du design. Ouais. Il y avait 2 moteurs disponibles, un 4 cylindres de litre 5 et un V6 PRV Peugeot Renault Volvo 250 chevaux. La voiture, la Renault Premier, est dévoilée à Chicago en février 87. Il doit y avoir une version coupée. Et on l'avait dévoilée à cette époque-là sous le nom de Renault? Absolument. OK. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore la faillite d'AMC. Ce qui s'en venait. Ouais, c'est ça. Donc là, à partir de là, Renault est très confiant. Il y a des nouveaux modèles qui s'en viennent. Ouais. Tout est supposé bien se passer, mais voilà, ça va pas bien se passer parce que en dessous, la situation économique d'AMC est compliquée. Les années déficitaires se sont accumulées. Et même si le nouveau PDG d'AMC a réussi à redresser un petit peu les choses fin 86, début 87, ça reste compliqué. Mais le pire, c'est vraiment Renault, qui, elle, est dans une panade noire en Europe à ce moment-là. L'argent part. Le PDG de Renault, Bernard Arnault, est limogé parce que... voilà. Et son remplaçant, Georges Besse, sa mission, c'est de remettre les comptes dans le vert. Donc, une des choses qui va décider de couper, évidemment, c'est l'aventure américaine qui a coûté une fortune et qui, de toute façon, ne rapporte pas grand-chose aux constructeurs. Évidemment, oui, ça rapporte pas grand-chose, mais on n'avait pas vraiment de vision parce que il y avait aussi Jeep qu'on a peut-être oublié. Sauf que là, Renault se débarrasse d'AMC, il y a une faillite, et là, c'est Chrysler qui entre en ligne de compte. Alors voilà. Sauf qu'au début, Renault n'est pas forcément décidé à vendre. Il y a une entente avec Chrysler pour produire des véhicules, etc. Mais Renault n'est pas décidé à vendre immédiatement. Mais à l'été 86, il commence à dire... OK, là, faut qu'on vende. Et il y a des négociations secrètes qui ont lieu à l'insu du conseil d'administration du AMC, qui n'est pas du tout au courant de ce qui se passe à ce moment-là. Ça, c'est incroyable quand même. Ouais. Et là... c'est presque Chrysler... la nuit des longs couteaux. Ouais. C'est presque ça. Là. Chrysler, évidemment, veut récupérer Jeep, qui est le joyau. Et qui va devenir le pain et le beurre. Voilà. Ouais. Mais aussi l'usine de Bramalea, qui est toute neuve. Ultra moderne et qui vient d'être construite. Donc là, pour eux, là, c'est comme très, très intéressant.
Et chez Chrysler, ils sont très très motivés et ils appellent ça en interne le projet Titan. OK. Donc c'est quand même pas rien. Mais chez Renault, ça hésite encore un petit peu. Georges Besse n'est pas convaincu. Il se dit les nouveaux modèles arrivent, on va peut-être réussir à repartir. Les négociations avancent, mais Besse hésite. Seulement voilà, il va arriver quelque chose. Alors c'est quoi qui se passe? Eh ben, il se passe que le 17 novembre 86, Georges Besse est assassiné devant chez lui par un groupe terroriste, Action Directe, qui l'avait ciblé à cause des licenciements majeurs, puisque Renault se portait mal. Il avait réalisé de nombreux licenciements et pour faire payer, il avait été assassiné pour ça. Donc les décisions sont plus dures à prendre dans ce temps-là. Ouais. Son remplaçant, il est nommé un mois plus tard, Raymond Lévy, et lui, il est pas dans l'idée d'attendre. Les négociations repartent, on vend. Donc il est nommé fin de 1986 et les négociations reprennent en février 87. Le 9 mars, il y a un accord qui est trouvé, une lettre d'entente, et les gens d'AMC sont prévenus à ce moment-là, une fois que l'entente est signée. Donc le PDG d'AMC ne savait pas, il l'a su une fois que AMC a été vendu. Donc là, AMC, évidemment, est mise à mort, littéralement. On sait que on va conserver la production de la Eagle pendant un certain temps. Alors voilà. Sommairement. Mais il y a un destin qui se dessine pour les deux grosses usines d'AMC, celle de Kenosha et celle de Bramelli, là. Alors voilà, effectivement, pour l'usine de Bramalea, il y a un accord entre Renault et Chrysler pour fournir 260 000 moteurs jusqu'à la fin 91 et continuer à construire la Renault Premier qui va, dans les mois qui viennent, devenir l'Eagle Premier et elle sera toujours vendue sous ce nom-là. Et là, c'est drôle parce que Eagle, qui était un modèle chez AMC, devient à ce moment-là une marque chez Chrysler. Une marque un peu fourre-tout qui va pas durer très longtemps parce qu'ils ne sauront pas exactement en fait, ça va durer carrément 10 ans. C'est en 1997 qu'on tire la plug, là. Parce qu'en fait, Chrysler veut absolument pas réutiliser le nom d'AMC. Veulent surtout pas utiliser le nom de Renault. Et donc, les premiers exemplaires vont s'appeler Eagle. Mais on va quand même conserver, puis là, je me permets une anecdote, on va quand même conserver le droit d'utilisation de tous les noms parce que on va avoir ressorti chez Chrysler, bien des années plus tard, la Concorde et tout récemment, la Hornet. Exactement. Alors, ça veut pas dire que ça va être un succès, mais à tout le moins, on les a dans le catalogue. Exactement. Et donc là, pour l'usine de Bramalea, eux, ils espèrent vendre à peu près 150 000 voitures par an. OK. Sauf que si la presse aime bien la voiture, la clientèle, pas tellement. Ça mord pas. Pour exemple, le millésime 88 se solde par à peu près 45 000 ventes. En comparaison, la Ford Taurus sera vendue à 377 000 exemplaires. Ouais, c'est ça. Donc, non, puis je veux dire, il y avait des joueurs à cette époque-là, comme la Chevrolet Célébrité, qui était très populaire. Honda Accord, Toyota Camry, ça prenait déjà des parts de marché. Et d'arriver avec un modèle d'une nouvelle marque, c'était délicat. Cela étant dit, il y avait quand même une déclinaison aux États-Unis qu'on n'avait pas au Canada de l'Eagle Premier qui était vendue sous la bannière Dodge. Exactement, parce que la Dodge Monaco, face aux mauvaises ventes... Un autre nom qu'on avait ramené. Face aux mauvaises ventes et face aux obligations que Chrysler avait face à Renault, sinon il y avait des pénalités, ils se sont dit, faut qu'on fasse rouler l'usine, faut qu'on vende des voitures. On va lancer un autre modèle, on va le vendre dans notre réseau, avec un peu de chance, ça marchera. Malheureusement, ça marchera pas du tout. Non. Les ventes seront catastrophiques. Ben, tu sais, faut se souvenir qu'à cette époque-là, c'était stationné dans une salle de monte Dodge à côté de la Dynasty, qui était aux États-Unis une Dodge, au Canada une Chrysler, mais qui connaissait beaucoup de succès. Même si personnellement, j'ai toujours trouvé cette voiture-là horrible, ça a connu beaucoup de succès, beaucoup plus que les modèles dont on parle. C'est sans commune mesure. Ouais. Et en fait, les chiffres seront vraiment très mauvais. La production s'arrête le 17 décembre 91 et il est rapporté dans les journaux que puisque Chrysler n'a pas respecté son entente avec Renault, ils devront payer 200 millions de dollars de pénalité. Ça fait mal. Ça fait mal. Surtout qu'à ce moment-là, Chrysler, ils sont de nouveau dans la panade. Ouais, ça va pas bien.
Mais on va bien s'en sortir parce que on va modifier l'usine, évidemment, pour accueillir une toute nouvelle génération de voitures. Et là, ça va être un succès. Ça va marcher. C'est les Chrysler LH, les Dodge Intrepid, Eagle Vision, la Chrysler Concorde, la LHS, la New Yorker. Ouais. Et en fait, les LH... Il faut savoir que l'Intrepid au Canada était vendu sous la bannière Chrysler. Tout à fait. Non pas sous le nom Dodge. Ouais. Et là, les LH, en fait, la presse les appelle les Last Hope. Ouais. Dernier espoir. Tu vois, je la savais pas, celle-là. Donc, c'est dire si Chrysler, encore une fois, était dans la panade. Ouais, et les modèles qui vont sauver la marque sont en partie fabriqués dans l'usine de Bramley. La production démarre en juin 92 et là, ça décolle de 40 000 exemplaires. On passe à 200, 250 000 sur une base régulière. Et il y en avait partout de ces voitures-là. Partout. Oh, ouais. Et là, l'usine de Brampton, l'ancienne usine AMC, ferme. Bramley prend le nom de Brampton que l'on connaît aujourd'hui. Ouais. Et là, continue à produire la première génération de LH, la deuxième génération de LH, qui seront produits... jusqu'en 2004, essentiellement. C'est ça, avec une meilleure année en 99, 338 000 exemplaires produits à l'usine à ce moment-là. Oui, parce que c'était la première année de la nouvelle génération, des modèles qui ont été populaires. Écoute, je me souviens, anecdote, j'ai travaillé, moi, dans une succursale de location d'auto discount à cette époque-là. On en avait des Intrépides. Elles étaient toutes vertes. Ah bon? C'était l'époque où il fallait liquider. Tu sais, les vertes qui se vendaient pas chez les concessionnaires, ça se retrouvait chez Discount Location d'auto. Parce que ce qui se vendait, elles étaient rouges dans la rue, si tu te souviens. Il y en avait beaucoup des rouges. Oui, exactement. Mais là, évidemment, on va étirer ces modèles-là jusqu'en 2004. Et là, 2004, encore un succès. Voiture de l'année. Chrysler 300 et tout ce qui s'en dérivait. Voilà, les Charger, les Magnum, les Challenger. Et ces modèles-là vont résister à la crise économique de 2007-2008. Ouais. À la faillite du constructeur. À la faillite du constructeur. À la crise du Covid en 2020, et ces modèles-là vont perdurer jusqu'à aujourd'hui. Alors, petite anecdote, l'usine a produit aussi la Lancia Thema. Oui, c'est vrai. Pour l'Europe, qui n'était ni plus ni moins qu'une Chrysler 300 rebadgée à la va-vite avec une calandre Lancia mal collée vite fait. Et évidemment, cette voiture-là n'était pas du tout adaptée à l'Europe. Ça sera un gros flop. Mais on a quand même réussi, comme tu dis, contre vents et marées, à continuer de produire ces voitures-là qui sont tantôt devenues une risée parce que technologiquement, ça tenait plus le coup. Mais à un certain moment donné, elles sont devenues seules et elles sont redevenues populaires. Absolument. Il y a eu un creux de vague. Et populaire, c'est vrai, parce que dans les années récentes, à part les moments de la crise du Covid, où évidemment c'était plus compliqué, mais l'usine produisait encore entre 200 et 250 000 véhicules par année, ce qui est quand même pas rien. Mais il n'y a plus de voitures américaines. On sait que les muscle cars vivent sur du temps emprunté. On a maximisé la production des Challenger qui ont monté en valeur et en prix de façon incroyable. Plus de voitures de police non plus, sauf la Charger. Alors ça aussi, ça a contribué au succès. Aidé. Et la 300, elle a été en perte de vitesse. C'est probablement celle qui a le plus souffert dans les dernières années. Effectivement, parce que c'était pas une voiture de flotte. Non, c'était pas une voiture de flotte, puis c'était pas non plus une voiture assez luxueuse et moderne pour intéresser le clientèle. Elle n'avait pas nécessairement l'image que Dodge avait réussi à bâtir en termes de performance, justement avec les modèles les plus performants, les SRT, les L4 et des choses comme ça, qui faisaient quand même un petit peu rêver les acheteurs. Exactement. Et on a cessé la fabrication des voitures 22 janvier dernier en sortant une SRT Démon 170 qui va probablement se vendre un prix de fou dans un encan dans les prochains mois. Incroyable. On veut même pas savoir. Il y a encore des voitures qui sont à arriver chez les concessionnaires, mais l'usine ne ferme pas ses portes cependant. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le Canada. Ouais. Ça a été confirmé que pour le millésime 2025, la Jeep Compass va être fabriquée là-bas. Pas celle qu'on connaît actuellement. Heureusement, ça c'est important, il faut le souligner. Mais c'est quand même effectivement une très bonne nouvelle. Et puis, donc, ça veut dire que là, c'est un véhicule populaire qui est dans le cœur du marché, un petit VUS. Et qui va venir, ça, il faut le souligner, rivaliser deux autres VUS compacts qui sont fabriqués non loin de là, c'est-à-dire le RAV4 et le CR-V. Et voilà. Alors, tout est dans tout. Puis, ce qui est un peu ironique, c'est que actuellement, tout ce qu'on entend dans les nouvelles usines canadiennes, on s'en vient avec de l'électrique. Chez Ford, on s'en vient avec de l'électrique. L'usine, évidemment, de Chrysler, qui est à Windsor, où on fabrique les fourgonnettes actuellement, sera éventuellement transformée pour faire de l'électrique. Bon, on a parlé de Volkswagen tantôt, tout ça. Mais il y aura cette usine. Il y aura cette usine-là qui va être convertie pour fabriquer des véhicules de masse. Voilà. Il ne faut pas que Chrysler se plante cette fois-là parce que
je pense qu'on peut terminer en disant que les voitures LX, donc celles dont on vient de nommer, ont été la fierté de ceux qui ont travaillé là au cours des 20 dernières années. Absolument. Ou à peu près. Là. Et je voudrais donner un dernier chiffre. L'usine a produit jusqu'à récemment près de 7,2 millions de véhicules depuis son ouverture. C'est quand même une petite fierté canadienne. Absolument. Il y en a plusieurs, par contre, qui ne sont plus de ce monde. Et voilà. On le souligne. Merci, Hugues. Merci. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Oui, Philippe, chaque semaine, on va s'attarder au succès d'une marque automobile. Faire un bilan de comment ça s'est passé au cours de l'année dernière, ce qui s'en vient. Succès ou échec, en fait. Tout Succès dépendant ou de la échec, marque. mais tu sais, faire un bilan. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des marques, évidemment, qui sont très fleurissantes. Là, on peut penser à Genesis. Les ventes sont en hausse. On prend des parts de marché. Il y a d'autres marques, Jaguar, Fiat. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va parler de tout ça. Oui. Chaque semaine, ça sera une marque différente. Puis évidemment, cette semaine, on a décidé de parler de Dodge parce que c'est dans l'actualité. Absolument. On vient d'en parler longuement avec voilà. Hugues. Dodge qui a cessé de fabriquer les Charger Challenger le 22 janvier dernier, on vient de le dire. Et ça fait un sacré trou dans la gamme, là, pas un peu. Il y avait 3 produits phares dans les dernières années chez Dodge. Oui. Donc, évidemment, Charger Challenger, mais aussi le Durango. 3 véhicules très modernes de conception. Parce que, évidemment, Charger Challenger, ça exploitait une plateforme, on n'en a pas parlé tantôt, mais une plateforme issue d'une Mercedes du début des années 2000. Oui. Et c'est un peu la même chose avec le Durango, qui est une plateforme de Mercedes ML de quoi? Fin des années 2000. Ouais, c'est ça. Ouais. Début des années 2000 aussi. Ça. Parce que c'est la plateforme étirée du Grand Cherokee de cette époque-là aussi. La stratégie chez Dodge, ça a toujours été très impressionnant, surtout dans les 10 dernières années. C'était, on prend un vieux châssis, on met un moteur qui fait énormément de puissance dedans, des gros chiffres, puis ça se vend. Puis tous les autres constructeurs, c'était l'inverse. Avec un petit doigt d'honneur à l'environnement au passage. Exactement. Il faut dire que on en fait la plus. période Fiat de Chrysler, ça a été un sous-investissement majeur. Ouais. Ils changeaient les plans à l'année, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, fait que ça naviguait à vue, on vend des gros V8, continue, c'est rentable, merci beaucoup. Très, très payant, très payant comme stratégie. Il n'y a rien de plus lucratif que ça. Exploiter ça. une plateforme puis l'étirer à son maximum, je pense que Dodge est maître dans l'art de l'avoir fait. Maintenant, alors, j'ai les chiffres de vente avec moi. Dodge au Canada, parce qu'évidemment, on va parler surtout du marché canadien. Oui. Dodge au Canada a vendu, excuse-moi, j'ai ça ici, un total de 15 957 véhicules. C'est pas beaucoup, mais en même temps, écoute, là, on n'avait pas grand-chose à livrer. Un peu de flotte, évidemment, là-dedans. Puis quand on parle de flotte, pour bien comprendre, on parle de véhicules de location court terme. Oui. Quoique ça a été moins populaire ces dernières années pour des raisons assez évidentes. Charger Challenger qui ont été des voitures massivement vendues aux États-Unis pour des flottes, mais chez nous, c'était principalement des véhicules livrés à des individus, c'est-à-dire à des particuliers. Puis des passionnés aussi, avec les dernières éditions qui sont sorties. De police. Et c'est ça. Et des corps de police. Oui, alors, ça a surtout été ça. Mais là, on a un trou majeur parce que, tu vois, ces voitures-là vont disparaître du catalogue. Il y aura naturellement des ventes de 2023 qui seront comptabilisées en 2024 parce qu'on va continuer d'en livrer. Ouais. On en a fabriqué jusqu'à la dernière minute là, qu'on pouvait à l'usine. Donc, Charger Challenger, il y aura des chiffres l'année prochaine. Mais est arrivé cette année chez Dodge un nouveau modèle et c'est très drôle parce que j'ai eu la chance, moi, de parler avec le PDG de Dodge aux États-Unis, dont j'oublie le nom, qui, lui, me disait que ce nouveau Hornet que j'ai la chance d'essayer cette semaine, nous en reparlerai un peu plus tard dans les prochaines semaines, ce nouveau Hornet a vraiment l'ADN Dodge. C'est un véhicule... On me vantait ça comme si c'était... Parce que je lui ai dit, mais c'est quoi le lien entre un Hornet et un Durango? C'est drôle qu'est-ce que tu dis, parce que tu vas en venir au tonalé, et puis... Dodge veut pas qu'on pense que le Hornet c'est un tonalé et Alfa Romeo veut pas qu'on pense que le Hornet c'est un tonalé. Donc les deux fabriquent le même véhicule, mais ne parlent pas dans la ni même un ni l'autre. Dans la même usine. Donc. Dans la même usine. Puis ce qui est drôle, c'est que les deux PDG de ces deux entreprises-là, probablement qu'aux États-Unis, ils ont un bureau côte à côte avec un séparateur en vitre. Puis ils rient l'un et l'autre. Alors, comment qu'on fait le plus d'argent possible
possible. Exactement. C'est comme les gars de Vaux puis d'Audi qui se séparent complètement, mais les gars lunchent ensemble à tous les jours. Fait que c'est un petit peu drôle. Cela étant dit, le Hornet, c'est un produit qui est nécessaire pour Dodge parce qu'on a besoin d'un VUS compact. Est-ce que c'est la meilleure formule pour cette marque-là? Moi, je ne pense pas. Mais il fallait réussir à aller chercher un produit dans un catalogue qui coûterait pas cher en développement. Pas besoin de te dire que c'est pas trop coûteux quand tu prends un véhicule puis tu changes la calandre. Ben, c'est ça. C'est un peu un ramassis de on se demande qu'est-ce que les gens veulent maintenant. On a de l'affichable, on a un format compact, on a certaines technologies qui est signé Dodge, qu'on vise vers les passionnés. Ouais. On a des capacités également, un peu de polyvalence. Mais c'est comme tout en attente de qu'est-ce qui va se passer chez Dodge, une marque qui essaie encore de forger son identité pour le futur. Là, c'est ça que c'est. Parce que c'est pas dans le Hornet que ça va se passer. Là. Non. En fait, pour moi, c'est un véhicule de transition. Oui, exactement. Le Durango est en fin de vie. On sait qu'on retire le V8 en fin d'année. On n'étirera pas le Durango actuel encore très, très longtemps, c'est bien évident. Les meilleures années de ce véhicule-là sont derrière lui, ça c'est certain. Le Hornet, pour moi, c'est un véhicule de transition vers ces nouveaux produits Dodge qui vont arriver dans les prochaines années. Il y aura certainement des camions, mais il y aura aussi le retour de la Charger. On sait maintenant que ça ne sera pas que de l'électrique. La Charger va revenir, oui, en électrique. On a vu les concepts. Vous l'avez même vu sur la couverture du guide de l'auto cette année. La plus belle. Mais il y aura aussi un moteur Hurricane 6 cylindres qui va se glisser sous le capot de ça, non officiellement, mais on a vu les photos avec le châssis et le tunnel de transmission. C'est de ça qu'on parle depuis tunnel de transmission dans un véhicule électrique, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas très efficace pour les batteries. C'est ça. Alors, on sait que ça va s'en venir. Alors, quelle est la stratégie de Dodge? Puis j'ai essayé d'en savoir un peu plus là-dessus. Oui, on va passer par l'électrification. C'est incontournable. Mais en même temps, on le sait, les constructeurs américains particulièrement ne croient pas en cette seule solution et vont continuer à travailler en recherche et développement pour des moteurs à combustion. Et on vient de le faire avec le V6 biturbo, le 6 cylindres en ligne, pardon, qui est un moteur biturbo Hurricane. D'ailleurs, c'est drôle parce que le 4 cylindres turbo dans le Hornet, on l'appelle aussi le 4 cylindres Hurricane. Fait un peu rire, là. Ouais. Mais il y aura des nouvelles motorisations. Le Hornet, c'est un produit authentiquement italien qui, je pense, ne risque pas de connaître autant de succès. C'est-à-dire qu'en nombre, on va en vendre plus que chez Alfa Romeo parce qu'ils ont un réseau beaucoup plus vaste. C'est ça. C'est évident. Mais je pense qu'après quelques années, on va considérer le Hornet comme un échec dans son segment, alors que le Tonale chez Alfa Romeo, ça va être un success story. Oui, exactement. C'est un véhicule. Parce que les attentes ne sont pas les mêmes non plus. Alfa Romeo part d'absolument rien. Là. Deux produits depuis tellement longtemps. Un utilitaire, le Stelvio, et puis la Giulia, qui sont sur des vieilles plateformes également. Donc, le bénéfice pour Alfa Romeo. Des véhicules quand même... Oui, qui coûtent cher, qu'on peut pas acheter partout. Puis je te le donne en 1000. On a vendu 1106 Alfa Romeo l'année passée au pays. Et de ce nombre, tu vois, il y avait 503 Tonale pour quelques mois de commercialisation. Donc, la moitié, ça en dit beaucoup, hein. La moitié des Alfa Romeo qui se sont vendus l'année passée au Canada, ce sont des Tonale qui ont été vendus pendant 4-5 mois seulement. 175 Giulia, là, la berline. Oui, ben là, la Giulia, c'en est une autre qui est intéressante, mais qui a peut-être un peu fait son temps entre toi et moi, surtout au prix où on la vend. Tu sais, c'est plus cher qu'une série 3. Là, on peut se poser une question là, fait mal. à ce niveau-là. Mais chez Dodge, moi, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec la marque. Parce qu'on dit qu'on veut conserver cette marque-là comme une marque de performance, comme une voiture, comme une marque qui va devenir de plus en plus premium. Qui va bâtir les premiers muscle cars électriques. Là, ça, c'est l'autre chose. Je regarde eux qui me regardent quand je dis ça, le premier muscle car électrique, c'est une bonne question. Un line lock sur un véhicule électrique, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Mais Dodge, ils sont assez fous pour réussir à faire ce genre de choses-là. Oui, absolument. J'espère. Je partage ton enthousiasme parce que justement, il y a des passionnés chez Dodge. On connaît des gars comme Ralph Gilles qui veulent continuer à triper sur ce qu'ils font, alors qu'il y a d'autres constructeurs automobiles qui pourraient vendre des tanks à eau chaude, des matelas, ça serait pareil. Mais il y a une logique chez Stellantis quand même de pousser le produit vers le haut. On l'a vu avec les marques européennes, Peugeot, Citroën, DS. Il y a une vraie idée de dégager des marges supérieures
par véhicule. Donc de toute façon, cette logique-là va aussi s'appliquer à l'Amérique du Nord. La logique de Stellantis, c'est la rentabilité d'abord et avant tout. Et donc, pour ça, vendre des véhicules plus chers avec une marge par véhicule plus élevée. Absolument. Bon, évidemment, chez nous au Québec, on peut comprendre que le Hornet PHEV hybride rechargeable va se vendre peut-être un peu plus que la version régulière de par le fait qu'on a 10 000 $ de crédit, ce qui me rentre pas dans la tête pour un véhicule de ce genre-là, mais enfin bref, ce qui veut dire que le coût de revient se rapproche dangereusement de celui des modèles à essence traditionnels. Ce qui rend le Tonale aussi intéressant dans sa variante PHEV. Oui, mais avec une technologie qui est pas si convaincante que ça, j'y reviendrai. Cela étant dit, ça va être pour moi, le Hornet, le modèle de transition chez Dodge. Et c'est une marque qui est vouée à un certain avenir. Il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Il y a vraiment... Là où je suis plus craintif, c'est avec la division Chrysler. Oula. Ça, oh boy! On va en parler une autre fois, mais on ne sait pas où ça s'en va. Voilà. Louis-Philippe, comme à chaque semaine, on va aussi parler de nos essais de la semaine. Là, évidemment, on a roulé chacun des véhicules qu'on s'est partagés d'ailleurs. Alors, c'est intéressant. On s'est partagé ça dans le temps des fêtes. Puis tu vois, on parle encore de Chrysler. On peut commencer avec la Chrysler Pacifica qu'on a conduit tous les deux. Moi, j'ai fait 1000 km tout juste avec le véhicule en le branchant très souvent. Parce que permets-moi de te dire que quand il fait -5, -10, l'autonomie de 53 km qui est annoncée, 51 km. On en mange. On en mange pas mal. Tu fais 30, 32. J'ai pas mal eu la même résultat. Moi, j'ai branché ça chez moi. Je suis venu ici au centre-ville. Je l'ai branché ici. Je suis retourné chez moi. Et puis, à quelques reprises, moteur essence se mettait en marche quand même. Veut pas. Mais pour un gros véhicule comme celui-là, de pouvoir rouler tout électrique, c'est le fun. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que le poids supplémentaire de la fourgonnette en fait un véhicule, j'ai envie de te dire, encore plus confortable que le modèle régulier à essence par le fait que c'est vraiment cloué au sol. Il est campé là, sur l'autoroute, ça va bien. Tu roules sur un nuage. Moi, ça, j'ai aimé ça. Ce que j'ai moins aimé, c'est la facture. Hey, t'avais une édition spéciale, Road Tripper. Oui, qui consiste à mettre des autocollants sur les portières. Des garnitures illustrées, des tapis protecteurs, des éléments graphiques, des moulures latérales, un porte-bagages et des roues de 18 pouces uniques. Alors, donc, pour ceux qui regardent l'émission de radio, c'est un peu drôle à dire, là, mais pour ceux qui regardent l'émission de radio, vous avez vu Louis-Philippe lire la fiche technique du véhicule, littéralement. C'est exactement ça. Mais je te rassure tout de suite, l'édition Road Tripper qui a été nommée en hommage à un internaute qui était satisfait de son véhicule et qui avait eu cette idée-là. Oui. Ne revient pas en 2024. D'accord. On a mis ce véhicule-là sur le Parc Presse en fin d'année 2023 et c'est un modèle 2023. Mais évidemment, Chrysler lance les modèles un peu tardivement. Donc, mais écoute, là, c'est une variation sur un même thème. Ce qui est très drôle, par contre, en 2024 pour la Pacifica, c'est qu'il y a des hausses de prix, ce qui fait en sorte que il y a plusieurs modèles qui ne seraient soudainement plus éligibles à des crédits. Tu te souviens des clauses Pacifica qu'on avait quand on a établi les crédits pour les véhicules électriques, on avait lancé cette clause Pacifica qui était propre à des véhicules à 7 passagers à l'époque où il y avait une limite plus élevée. Bon, ça a évolué depuis, c'est plus le cas. Mais là, on peut plus dépasser le cap des 65 000 $ puis continuer d'obtenir des crédits gouvernementaux. Et comme il y avait 4 variations pour la fourgonnette Pacifica hybride rechargeable, le prix dépassait 65 000 $ pour 3 des 4 modèles. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé tout ça en 2 versions. Tu as le modèle Pinacle à 75 000 $. Lui, il n'y a pas de crédit. Celui qui veut l'acheter, il va payer la totale et ça s'arrête là. Et c'est très cher pour ce que c'est, parce que oui, il y a du beau cuir, mais des limites à un moment donné à débourser pour une fourgonnette. Et sinon, tu as la version qu'on appelle Select, sur laquelle tu vas rajouter plusieurs groupes d'options. Ce qui va te permettre d'obtenir un véhicule, de rajouter 10, 12, 15 000 $ d'options sur le véhicule et de quand même bénéficier d'un 10 000 $ de crédit. C'est la meilleure façon, là. De plus en plus, les constructeurs font ça. C'est tout en dessous de la barre, de la limite, et puis tu as des packages à 10, 15 000 $ là, sur certains véhicules. Mais essentiellement, une fourgonnette Chrysler Pacifica, une fois les crédits appliqués, en
si tu compares avec un modèle à essence, le coût est à peu près le même, voire même un peu plus bas dans certains cas. Alors, c'est pour ça qu'au Québec, parmi les quelques fourgonnettes qui se vendent, parce qu'on peut pas dire que c'est un gros succès, là, la fourgonnette Chrysler, les ventes baissent toujours. C'est la version hybride rechargeable qui connaît le plus de succès. Sinon, les parcs achètent des Chrysler Grand Caravan, mais qui est une Pacifica 2016 non évoluée de base, complètement dépassée, mais qui est vendue encore à 53 000, disponible en 3 existantes couleurs, là, le gris, le noir, le blanc. Il n'y a rien là-dedans, là, c'est vide. Pour ça. Écoute, moi, j'ai magasiné une fourgonnette tout récemment pour mon entreprise. J'ai acheté une Kia Carnival qui coûtait 15 000 $ de moins qu'une Chrysler Grand Caravan de base. Et je peux te dire que je suis fier de mon choix parce que la Chrysler, à ce prix-là, n'a pas de bon sens. C'est très dispendieux. C'est un produit qui est très correct. On a eu des problèmes de fiabilité avec l'hybride rechargeable, c'est vrai. Le confort est là, l'ergonomie, les idées, mais ça n'a pas vraiment évolué depuis 7 ans maintenant. Puis je pense que ça commence à vieillir sérieusement. Mais il y a beaucoup de compétition pour la mini-fourgonnette. On n'arrête pas de le dire, mais tu peux aller dans tellement... Tu peux aller dans des 3 rangées, tu peux aller dans des véhicules familiaux, des alternatives, des utilitaires, etc. Il n'y a aucune compétition dans le segment, mais je veux dire des alternatives pour quelqu'un qui veut une mini-fourgonnette. Il y a des affaires bien plus belles, puis il y a des affaires bien plus fun, puis qui donnent peut-être un petit peu plus de dynamisme, etc. Mais tu sais, en termes de packaging, on n'a rien fait de mieux qu'une mini-fourgonnette. Non, c'est ça. Toyota vient de lancer un Grand Highlander. Félicitations, Toyota, mais c'est la Sienna qui est la plus pratique. Arrête. Puis c'est pas... Tu sais, je veux dire, moi, là, arriver à l'école avec mes enfants devant l'école en Sienna ou en Grand Highlander, j'ai pas l'air plus cool en Grand Highlander. Ben non. Les gens pensent que oui, mais... rendu là, c'est tout un truc de marketing. C'est ça. Alors, la Sienna, c'est encore un produit important. La Carnival prend beaucoup de parts de marché. Honda, c'est sur la dérive. C'est très cher et on n'a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'on a des modèles traction seulement sans hybridation. C'est la même chose du côté de chez Kia, mais à coût beaucoup moindre. Toyota a l'avantage de l'hybride et d'offrir le rouage intégral. Puis Chrysler, pour terminer, tu peux avoir le rouage intégral, mais t'en veux pas, ça consomme comme un moteur MI. Et tu peux pas combiner ça avec l'hybride rechargeable. Alors, c'est l'hybride rechargeable qui, pour moi, est la seule alternative intéressante, mais avec une garantie prolongée. Toi, de ton côté, Lexus RX 450h+. De ce côté-là, hybride rechargeable et traction intégrale. Et on est à la radio. On peut pas vous montrer d'image, mais la couleur était laide. Écoute... c'est laid, tu dis, là. C'était comme dirait mon collègue Jacques Deshaies, horrible comme un coup de poing d'un pâté à viande. Écoute, c'était vraiment laid. Pendant le temps des fêtes, ça avait une teinte un peu rose gold. Ça, c'est pour je sais que je me rappelle pas c'est quoi ça me rappelle les teintes des sous-vêtements des années 60 pour madame. Et là, demande-moi pas où j'ai vu des sous-vêtements de madame des années 60. On n'ira pas là, mais... Tu gardes-tu des catalogues, pas juste d'achat. Moi, je collectionne des catalogues Sears des années 60. Exactement ce que j'étais en train de me demander. Bon, alors voilà pour la couleur. Voilà pour la couleur. Maintenant, Lexus, ça, c'est une sacrée machine, par exemple. Un véhicule, on le regarde, Lexus, pour commencer par le design, on a parlé de la couleur, mais aussi le look, la calandre, etc. Faut aimer. C'est sûr que une fois que tu passes par-dessus ce look-là, selon si on l'aime ou on l'aime pas, à l'intérieur du véhicule, on a un véhicule qui est assemblé de manière exemplaire chez Lexus, confortable, silencieux. Tu sais, je m'en allais te dire, au seul toucher de la poignée de porte, quand tu ouvres la porte, tu sais que c'est de la qualité. Oui, exactement. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec la Pacifica. Oui, c'est ça. C'est pas le même véhicule. C'est pas la même feeling, disons. Exemplaire. Pour le 450h+, là, c'est, comme on dit, un hybride rechargeable. Un moteur 2.5 litres là, populaire chez Lexus et Toyota. Pas compliqué. Là, et puis 2 moteurs électriques. C'est la mécanique du RAV4 Prime. C'est ça, exactement. On va le dire. Un peu plus d'autonomie promise. C'est
jusqu'à 60 km, 60 et des pinottes. Puis je vais vous dire que moi, durant le temps des fêtes, il a fait de fret, puis je suis allé chercher 50 km quand même là, avec le véhicule. Je le branchais souvent. C'est vraiment bon, ça. Plus impressionnant que la Pacifica. Là, moi, la semaine d'avant, j'ai là. eu ce véhicule-là la semaine d'avant, puis j'ai comptabilisé 56 km en tout électrique. Bon, ben. J'étais autour du point de congélation. Et moi, je voulais sur l'autoroute en plus, là, avec le véhicule était branché à l'intérieur. Ouais. Faut que je dise ça quand même, ça a une petite incidence, mais 56 à 0 degré, c'est très, très bon. Oui, quand même. C'est très bien. Puis une fois passé le mode tout électrique, ça consomme rien. Tu roules à 6 litres et demi. Avec un gros véhicule comme ça, c'est fascinant. C'est quand même une bonne grosse... La consommation combinée est extrêmement intéressante parce que justement, en été, si tu arrives à faire ton 60 km, la majorité de tes déplacements vont être beaucoup plus bas que ça. Puis pour un véhicule qui est quand même assez gros, cossu quand même... technologique, c'était quand même impressionnant sur le plan de la consommation de mon côté. J'ai fait le calcul, là, si tu fais 60 km en tout électrique, puis qu'après ça, tu roules à 6 litres au 100, ce qui est à peu près la cote annoncée, tu vas finir ton 100 km à 2,2 litres au 100. C'est extraordinaire pour un véhicule comme ça. 2,4 environ. Là, on sait que ça va être une technologie assez fiable. Le niveau de confort, le niveau de technologie qu'il y a là-dedans est exceptionnel. Tu compares ça avec les hybrides rechargeables dans le segment. Bon, un BMW X5, un Grand Cherokee 4XE. Tu vas me dire que c'est pas le même genre, effectivement, mais tu es dans le même barème de véhicules. Mercedes GLE 450e, le Range Rover Sport hybride rechargeable, c'est bien plus cher. Mais c'est le même segment. Ça varie beaucoup de puissance. On a quand même 304 chevaux là, dans le RX 450H+, là, qui est quand même très potable pour le véhicule. Là. Mais c'est parmi les moins chers. Parmi les plus raffinés. Et parmi les plus fiables. Pas aussi excitant à conduire qu'un BMW. Là. Non, puis aussi, il y a des technologies d'aide à la conduite qui sont fatigantes dans le véhicule. On peut les désactiver. T'allais dire les déliter. Les désactiver, mais je veux dire, si on les laisse tout ensemble, là, c'est une nanny, là, comme on dit en anglais, là, ce RX-là. Un peu dévié de la voie, il y a beaucoup de cloches et de sonnettes et de carillons qui nous avertissent de toutes sortes de choses qui arrive. Et puis évidemment, rouler en hiver dans Gadou, c'est sûr que tous ces systèmes-là, après ça, nous avertissent qu'ils ne fonctionnent plus parce que bon, il y a trop de Gadou en avant, trop de Gadou en arrière. Les systèmes ne fonctionnent pas. OK, on comprend. On est capable de conduire un véhicule quand même ici au Guide de l'Auto, c'est correct. On a vu que ça fonctionne, mais c'est sûr que ces systèmes-là, très technologiques, il faut être capable d'en enlever puis d'en mettre là, si on veut avoir une conduite agréable. Facture? Un petit peu plus que 90 000 pour ce RX 450H+-là. Et peux-tu croire que cette couleur-là est une option? J'ai même pas vu c'est quoi le prix de cette option-là. Je pense que c'était 900 $. OK. C'est 900 $ de trop. On peut en choisir une autre. Oui, on peut en choisir une autre. Il y a une belle palette de couleurs, honnêtement. Mais somme toute, un véhicule qui est quand même très satisfaisant. Pas de subvention. Non, évidemment. Pas de subvention. Et disponibilité qui sera un peu complexe parce que ça entre au compte-gouttes, les hybrides rechargeables. Si les RAV4 Prime rentrent au compte-gouttes, c'est RX-là aussi. C'est ça, exactement. Déjà, une émission de terminée, les gars. Merci d'avoir été là. Plaisir. On va se retrouver la semaine prochaine. Et puis, on va parler cette fois-là du Dodge Hornet. Qu'est-ce que tu conduis cette semaine? Je conduis une autre mini-fourgonnette, la Toyota Sienna, qu'on a parlé de tantôt. Donc, es-tu en train de nous annoncer quelque chose? Absolument pas. Tu magasines-tu pour quelque chose du futur? Absolument pas. Il faut conduire des mini-fourgonnettes comme il faut conduire tous les autres véhicules. On va appeler Laurence, après on en reparlera la semaine prochaine. C'est ça, s'engager dans son métier. Merci les gars, à la semaine prochaine tout le monde. Merci d'avoir été là. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.